Salut, moi c'est Guillaume Haché. Vous écoutez 70 minutes avec. Mais bonjour, vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir écouté l'épisode avec Alice Coffin il y a 2 semaines et à avoir découvert 70 minutes avec par la même occasion. Donc déjà, bienvenue à tous et à toutes. Ma conversation avec Alice était bien évidemment hyper centrée sur la France. Cette semaine, on vire à 180 degrés puisque je discute avec le sociologue Renaud Mas de prostitution. Et vous verrez que la conversation est par moments assez centrée sur la Belgique et même sur Bruxelles. Autre précision, l'épisode est un peu plus long que d'habitude parce que, entre l'enregistrement et la publication, le ministre fédéral de la Justice a annoncé une réforme du code pénal concernant la prostitution. Et il y a donc un addendum à la fin du podcast. Allez, c'est parti! J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Renaud Mas. Bonjour Renaud. Bonjour. Renaud, tu es sociologue, professeur à l'Université de Saint-Louis et rédac-chef à la Revue Nouvelle, une revue qui propose des analyses sociopolitiques et socio-économiques. Est-ce que tu peux te présenter et présenter tes travaux pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc l'essentiel a déjà été dit. Donc je suis sociologue. En fait, à la base, j'ai fait un diplôme en sciences du travail, qui est devenu une branche de la sociologie. Donc je suis chercheur en sciences sociales. Et puis j'ai un peu roulé ma bosse un peu à droite à gauche, ce qui m'a permis de faire beaucoup de travaux de recherche appliqués sur des questions qui vont de la prostitution au porno, au travail du corps, voilà. Puis j'ai fait des travaux plus sérieux, parce que dans le monde académique, les questions de sexualité ou de travail du corps sont pas toujours très bien considérées, sur des travaux sur l'éducation, l'action sociale dans les universités, ce genre de questions-là, voilà. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est surtout là pour parler de travaux qui sont en fait des travaux que j'ai commencés en 2010 et qui continuent encore maintenant sur les questions de prostitution. Oui. Alors, avant de se lancer, de plonger au cœur du sujet, je vais te poser la question, mais qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a amené vers justement ces sujets-là, les questions autour de la prostitution? Mais en fait, c'est venu progressivement. C'est-à-dire que pendant que je faisais ma thèse, qui traitait de l'action sociale des universités, j'ai eu pour ma formation doctorale, alors c'est vraiment une petite anecdote, mais j'ai eu un exercice qui m'a été donné qui était faut que tu fasses un terrain. Et donc j'ai fait un terrain sur des squats. Mmh. Et en fait, c'était super. C'était vraiment une super expérience. Je me suis beaucoup amusé. Le but, c'était de voir comment se structuraient les rapports de force à l'intérieur des squats entre différents types de groupes. Et c'est là, en fait, où, pour la première fois, j'ai été confronté au fait qu'une série de personnes qui étaient là, qui étaient dans les groupes les plus précaires au sein des squats, pour survivre, en fait, se prostituaient. Et donc, c'est quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai essayé d'un peu analyser, mais dans le cadre de cet exercice, c'était très limité. Et puis, en fait, il y a eu une série d'éléments dans leur discours qui se sont retrouvés quand j'ai commencé à travailler sur l'action sociale des universités dans le discours de certains étudiants. En fait, j'ai suivi des corps d'étudiants très précaires, vraiment hyper précaires, et des étudiants extrêmement riches pour voir s'ils vivaient la même réalité sociale de l'université. Et la réponse, évidemment, non. Il y a une étanchéité complète entre ces deux mondes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les étudiants les plus précaires, j'ai vraiment retrouvé, en fait, les mêmes discours, les mêmes éléments de langage, sans évoquer vraiment le fait qu'ils se prostituaient, mais ces éléments, je les connaissais de mon expérience du squat, où là, les personnes avaient dit qu'elles se prostituaient. Donc, je me suis inquiété tiens, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas là un phénomène? Est-ce que la prostitution étudiante, c'est pas finalement quelque chose qu'on peut effectivement aller trouver? Et donc, en fait, là, j'ai commencé à travailler sur la prostitution étudiante, et très rapidement, en travaillant sur la prostitution étudiante, je me suis rendu compte qu'il fallait que je l'inscrive dans le cadre général de l'ensemble des formes de prostitution, et donc je me suis intéressé de plus en plus à différentes formes de prostitution. Et en fait, c'est un travail infini, parce qu'il y a énormément de formes de prostitution. Tu dis que au sein de ces étudiantes précaires, tu retrouvais certains éléments de langage, un certain type de discours. Tu penses à quoi en disant ça? C'est l'évocation de toute une série de
termes. Alors, c'est vraiment des termes clés par rapport au fait qu'ils ils arrivaient à subvenir à leurs besoins et même à s'offrir des extras alors qu'ils n'avaient aucune source de moyens, théoriquement. Et donc, pour le justifier, c'était « oui, mais bon, j'ai un oncle » ou oui, je suis parti en voyage et j'ai fait une super affaire. Et en fait, c'est exactement les mêmes éléments de langage qui sont utilisés par les personnes qui se prostituent un peu partout quand elles veulent pas dire qu'elles se prostituent. Alors, dans le squat, j'avais l'avantage de savoir qu'elles se prostituaient parce qu'à un moment, elles avaient fini par me le dire. Les étudiants, c'était beaucoup plus difficile qu'ils le disent. Et ça a vraiment pris du temps, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur la prostitution étudiante. Ça a vraiment pris du temps pour que je réussisse à recruter mes 15 premiers témoins, qui sont après devenus 25. Et puis, en total, sur l'ensemble de mes travaux, j'ai eu plus d'une 50aine de témoins, ce qui est énorme, en fait, pour une enquête qualitative. Alors, on va comme je le disais, plonger au cœur du sujet. Les personnes qui se prostituent, qui sont-elles quels sont les profils de ces personnes? Est-ce qu'il y a des généralités, des patterns qu'on retrouve? C'est ce qui est très important déjà de pointer, c'est qu'en fait, il n'existe pas une forme de prostitution. Il y a plein de formes de prostitution. Et donc, toutes ces formes de prostitution différentes correspondent aussi à des profils sociologiques différents. Donc, si on prend l'escorting de très haut niveau, avec les escortes internationales qui ont des tarifs de 2000 € la journée plus la soirée, ce genre de choses. Généralement, ce sont des personnes qui viennent de milieux qui ne sont pas spécialement défavorisés, c'est plutôt des personnes éduquées, parce que c'est des personnes qui servent aussi de faire valoir à des gens issus d'un milieu, d'une forme d'élite. C'est même des personnes qui peuvent être des influenceurs, influenceuses Instagram, etc. aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un profil qui va être très spécifique. Si on regarde la prostitution de rue à Bruxelles, là, on est clairement sur des profils plutôt de personnes qui sont soit en situation illégale, soit qu'on a rendu illégales, soit qui sont vraiment dans des situations compliquées d'un point de vue social, souvent venant soit des pays de l'Est, soit pour une série d'entre elles, il y a un peu l'Espagne, un peu l'Italie, ça reste un peu, puis énormément Europe centrale, Europe de l'Est. En fait, il y a plein de patterns différents en fonction de toutes les formes de prostitution, ce qui fait que c'est très difficile de faire des grandes généralités. Il y a un truc qui est clair par contre, c'est qu'il y a une part majoritaire de femmes, déjà, qui se prostituent. Donc ça, on le sait. Après, si on prend Bruxelles, certains rapports d'organes officiels font état de jusqu'à 1/3 d'hommes. C'est beaucoup, ça. Oui. Donc, les hommes ne sont pas portion négligeable non plus. Ça, je pense qu'il faut le pointer. Il faut rajouter à ça le fait... il y a une petite nuance, c'est que souvent, les organes officiels distinguent deux genres. Il y a les hommes, il y a les femmes. Mais tout ce qui est un peu gender fluide ou tout ce qui est personne transgenre est mis dans un paquet soit homme, soit femme. Et donc, si on regarde de manière plus fine, en fait, souvent, les personnes transgenres sont assimilées au paquet homme. Donc, en fait, c'est un peu moins d'hommes. Et il y a toutes les personnes transgenres qui ne sont pas une portion négligeable non plus. Mais donc, on sait quand même qu'il y a une majorité de femmes. On sait aussi que dans la très grande majorité des cas, peu importe la forme de prostitution, la première cause d'entrée en prostitution, c'est un problème de cash flow, une urgence financière. Ça, c'est comme un motif qui revient quasi tout le temps. Et donc, souvent, c'est des personnes qui, à un moment dans leur parcours, se retrouvent dans une situation de précarité. Une précarité importante, avec des obligations de remboursement très, 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 très pressantes. Et donc, ça, c'est quand même un élément, ce qui veut dire évidemment qu'on a quand même une majorité aussi de personnes qui sont à la base issues de milieux populaires, qui sont plus faiblement scolarisés et qui ont vraiment des problèmes financiers. Donc voilà. Mais comme j'ai dit, si on regarde les top escorts, ça va plus du tout être ce profil-là, forcément. Donc,
si on reprend ce profil de femme qui se prostitue pour répondre à un besoin important, une urgence financière, est-ce que la prostitution est assumée? Est-ce que c'est un choix revendiqué? Ou bien est-ce que ça va être quelque chose qu'on va essayer de cacher, de dire c'est juste une solution temporaire? Ou bien est-ce qu'on a des femmes qui vont assumer ça comme étant leur métier? Ce qu'il faut bien voir, c'est que comme il y a plein de formes de prostitution, il y a plein de manières de s'identifier à l'activité prostitutionnelle. Et donc, il y a des personnes qui vont d'emblée, lorsqu'elles franchissent le pas de se prostituer, considérer qu'à partir de maintenant, c'est mon travail et je le revendique. Et il y a toute une série de personnes qui rentrent dans ce cas-là, qui sont extrêmement minoritaires à l'échelle de l'ensemble des personnes qui se prostituent. Mais elles existent. Et souvent, elles sont assez visibles parce que ce sont des personnes qui, tout de suite, sont dans une démarche plus militante aussi, souvent. Pour les voir dans les médias, par exemple. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas le seul profil qu'on voit dans les médias. Le deuxième profil aussi, c'est les personnes qui, progressivement, au fur et à mesure de l'exercice de l'activité, développent une militance, là, peut-être plus dans une approche syndicale, c'est-à-dire dans une approche on crée un collectif pour défendre nos droits à l'intérieur d'une activité. Avec évidemment la question de savoir est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est pas un travail, enfin je suppose que ça on peut revenir tout à l'heure. Et puis après il y a effectivement toute une série de personnes qui vont toujours le vivre comme étant une activité un peu honteuse, un peu problématique, et une grande majorité des personnes qui se prostituent vont plutôt avoir tendance à cloisonner, à faire en sorte que le moins possible de personnes sachent qu'elles se prostituent, à mener une double vie. Et donc, voilà. De nouveau, c'est difficile de faire un portrait très général parce que toutes les situations existent. Mais c'est vrai que de manière statistique, si on regarde le gros des cohortes, les personnes qui se prostituent ont plutôt tendance à toujours dire que même si c'est devenu un truc qu'elles font depuis des années, la première réponse est oui, mais enfin c'est toujours temporaire. Donc, l'enquêteur qui leur pose la question aura d'emblée cette réponse-là. Oui, c'est temporaire le temps que. Et la deuxième chose, c'est effectivement, on se rend très vite compte que pas mal de personnes prostituées essayent de effectivement complètement cacher l'information à leurs enfants, éventuellement à leurs conjoints, à leur cercle familial, à leur cercle social. Et donc, ça c'est quand même un leitmotiv assez fréquent. Ouais, tu donnes l'exemple des prostituées étudiantes qui essaient de le cacher ou on pouvait éventuellement le deviner, mais c'était pas assumé, quoi. Mais dans le cas des prostituées étudiantes, il y a aussi un truc très spécifique qu'on a vraiment mis en évidence, que j'ai mis en évidence dans mes travaux, mais qui revient aussi dans les travaux de collègues, notamment Marielle Bruninx à Lumons a fait une chouette étude très psy, mais super intéressante sur des étudiantes qui se prostituaient à Mons. Et en fait, il y a quand même un truc qui revient, c'est vraiment le cloisonnement de l'activité, quoi. L'angoisse que ça se sache sur le campus, ça se sache dans l'institution d'enseignement. Et ça, c'est vraiment une problématique spécifique aux étudiantes. Elles ont peur que si ça se sait sur le campus, ça va être, elles vont être source de moquerie pour les autres. 2, ça risque de nuire à leur réussite. Et elles risquent d'avoir le mépris des professeurs ou d'être plus spécialement harcelées par certains profs libidineux. Enfin, voilà, il y a vraiment cette angoisse que ça percole sur le campus. Et ça, c'est vraiment très spécifique aux étudiantes. Oui, ça à mettre en lien avec toute la culture étudiante, les cercles, les baptêmes, etc. Tout à fait, oui. Il y a la culture étudiante avec le folklore, avec toutes ces représentations hyper sexistes et hyper violentes de la femme. Et puis il y a quand même aussi le patrimoine machiste de l'institution elle-même. C'est-à-dire, faut quand même rappeler qu'on a eu 2 rectrices en communauté française depuis en Belgique francophone depuis le 19e siècle. Enfin, donc là, on a quand même la démonstration que l'UNIF reste quand même très centré sur les hommes. Et puis quand on regarde qui écrit aujourd'hui les cartes blanches
qui remettent en question le féminisme qu'on qualifie à tort de néo-féminisme. C'est quand même souvent aussi des hommes professeurs d'université. Donc, je veux dire, les revendications féministes sont pas forcément si bienvenues dans les institutions. Alors, il y a une évolution. Dès qu'elles font un micro-progrès, elles le surmédiatisent. Mais en réalité, il reste un cœur bien ancré de machisme au sein des institutions universitaires. Oui, j'ai quelques idées de profils qui correspondent à ce que tu viens de décrire, mais on ne donnera pas de nom. Mais donc, voilà, cette idée de moquerie, de honte, voilà, on pointe du doigt et c'est absolument pas ou très peu accepté l'idée de se prostituer. Ces constructions, ces institutions-là, d'où est-ce qu'elles viennent? Et comment est-ce qu'on explique que le fait de se prostituer soit autant stigmatisé dans nos sociétés? Mais alors, en fait, on peut vraiment faire un retour en arrière très lointain. Je veux dire, de tout temps, la personne prostituée en Occident a une connotation plutôt négative, en tout cas depuis l'époque romaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos représentations actuelles sont quand même fort le produit du 19e siècle et de la révolution industrielle. Et il y a vraiment 3 figures de la personne prostituée qui s'imposent au 19e. La première figure, c'est la putain vénérienne. Alors la putain vénérienne, c'est vraiment c'est un souci de santé publique. Donc au 19e siècle, enfin au 18e et puis au 19e siècle, on commence à se préoccuper très fort de la propagation des maladies dans les villes. Comment est-ce qu'on peut la régler? Et on a toute une série de médecins hygiénistes, Parent du Châtelet par exemple, qui est vraiment super connu parce que c'est les premières études à grande échelle sur l'activité prostitutionnelle, avec des recensements systématiques. C'est aussi, en fait, ça augure de la sociologie moderne et contemporaine. Et ces médecins hygiénistes, ils vont essayer de réguler l'activité prostitutionnelle pour réguler la propagation des maladies de manière générale, et en particulier des maladies vénériennes. Donc ça, c'est la première préoccupation, c'est la putain vénérienne. Elle pose problème parce qu'elle propage les maladies. Donc forcément, on ne l'aime pas et elle est vraiment très problématique. La deuxième figure qui s'impose assez naturellement quand on parle de personnes prostituées, c'est la putain délinquante. Alors ça, encore aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui revient de manière très récurrente. C'est l'idée que les personnes prostituées, par le milieu dans lequel elles sont, le milieu prostitutionnel, sont amenées à commettre tout le temps des petits larcins, etc. Et donc, ces personnes sont fondamentalement dangereuses parce qu'on ne peut jamais leur faire confiance. D'ailleurs, elles mentent tout le temps. Et d'ailleurs, il suffit qu'on laisse un peu traîner d'argent et elles vont vite le prendre, s'en saisir. Et donc, il y a cette idée de la putain rusée, manipulatrice, qui en fait, en plus, commet tout le temps plein de petits larcins, avec une idée de dégénérescence progressive. Donc, il y a vraiment cette image de la putain dégénérée. Et puis, il y a la troisième image qui est aussi... qui s'impose, qui en fait prolonge celle de la putain délinquante, qui est vraiment la putain débile. C'est-à-dire, la personne prostituée aurait finalement une prédisposition à être particulièrement idiote, à n'être qu'un corps. Elle est frigide, nous dit par exemple Pauline Tarnowski dans un bouquin hyper célèbre sur la prostitution au 19e siècle. Et c'est quelque chose qui va revenir souvent, cette idée que finalement... il y a une forme de dégénérescence profonde des personnes qui font ça, éventuellement parce qu'elles sont prédisposées. Donc il y a aussi c'est pas du tout misogyne, génétique. Ah oui, mais donc évidemment. Et alors derrière ça, il y a aussi, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple dans la littérature au début du XXe siècle, cette idée que finalement la putain est l'expression de la féminité lorsqu'on ne lui met pas de règles et qu'on ne la cadre pas comme il faut. Et donc, il faut bien la cadrer pour éviter qu'elle, naturellement, la femme a tendance à être une putain. Donc voilà. Mais donc, c'est vraiment... En fait, ces 3 figures, c'est vraiment 3 figures repoussoires qui sont construites, qu'on va retrouver dans la littérature scientifique, qu'on va retrouver encore aujourd'hui. C'est fascinant. Par exemple, quand on parle de prévention contre le sida, la manière dont on considère
les personnes prostituées, parfois on a des relents en fait de l'hygiénisme du 19e, quand on revient à cette idée de la putain valérienne contagieuse, dangereuse, dont il faut se méfier. Et encore récemment, je lisais des travaux d'une collègue américaine sur la question de modification des cognitions, des capacités cognitives des personnes prostituées. Et on a, notamment aux États-Unis, mais pas que, toute une série de travaux qui restent dans l'idée que les personnes qui se prostituent sont à la base traumatisées par quelque chose qui est de l'ordre soit d'un accident génétique, soit d'un accident personnel, que ça modifie leur cerveau et que parce qu'elles sont modifiées et donc pas au total des capacités humaines, elles sont un peu abîmées, eh ben c'est naturellement un engrenage vers la prostitution. Et donc on garde cette idée de la putain dégénérée qui est absolument effroyable. Et ça s'impose très naturellement parce que ça fait partie de nos représentations collectives. Ouais. Donc tu disais voilà, 3 piliers bien installés déjà au 19e siècle, mais encore aujourd'hui, dans les dépictions qu'on voit au cinéma, dans la littérature, etc., ça reste encore très présent. Et cette idée que finalement, la prostitution, c'est l'état naturel de la femme si on ne l'encadre pas, on peut le retrouver dans le discours de certains cinéastes aujourd'hui. Enfin, je me souviens des commentaires autour de la sortie de Jeune et Jolie. C'était fascinant, hein. Les discours de critique et les discours du réalisateur. C'était ça. On était dans ce même vieux discours. Et donc, oui, je pense qu'il y a vraiment une prégnance importante de ces représentations-là, quoi. Ouais. Alors, si on revient maintenant à notre petite Belgique, donc on a parlé des situations qui vont amener à la prostitution, le rapport, comment c'est perçu par nos sociétés. J'aimerais maintenant qu'on parle de comment c'est perçu par la loi. Que dit le code pénal en Belgique au sujet de la prostitution? Alors on a le code pénal le plus hypocrite au monde, ou à peu près, puisqu'en gros, il n'est pas interdit de se prostituer, mais tout ce qui entoure l'activité est en fait interdit. Et donc, il est interdit de faire la publicité de la prostitution. En fait, il est interdit de faire de la publicité de la débauche, il est interdit d'inciter à la débauche, il est interdit de tirer profit de la débauche d'autrui, il est interdit, évidemment, bon, il y a aussi la législation spécifique sur les mineurs qui est beaucoup plus stricte, hein, là, il est interdit, hein, la prostitution des mineurs est interdite, purement et simplement. Mais c'est vrai qu'en fait, globalement, notre code pénal organise des choses comme suit. Une personne peut décider de se prostituer, alors décider ou contrainte, ou choix, ou etc., ça c'est quelque chose dont on peut parler après, mais donc, voilà, elle se retrouve dans des situations où elle se dit, voilà, je vais me prostituer. Elle peut juste s'asseoir sur une chaise et attendre que les choses se passent. Elle n'a pas la latitude d'aller démarcher pour trouver des clients. Donc, c'est ce que le code pénal prévoit. Évidemment, en pratique, il suffit d'ouvrir un VLAN pour les plus anciens, d'ouvrir une application de rencontre pour les plus jeunes, et on a des annonces de personnes prostituées, on en a plein, et jamais le parquet va faire des poursuites sur un truc pareil. Donc en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'en plus, on a un code pénal qui n'est même plus appliqué par les autorités judiciaires du pays, et c'est très logique, parce que sinon, elles n'auraient pas fini, l'encombrement judiciaire serait... Ok, donc c'est absolument hallucinant. Donc c'est ça l'explication, c'est pourquoi est-ce qu'on ne poursuit pas les personnes qui se prostituent, les personnes qui tirent, ou en tout cas qui tirent profit de la prostitution. Ça, on les poursuit. Okay. On peut poursuivre les personnes qui tirent profit, mais généralement, en fait, on n'est plus aussi strict que ce que prévoit vraiment le cadre juridique. C'est-à-dire, on va vraiment chercher les vrais proxénètes. Les réseaux de prostitution, les maisons closes, ce genre de choses. Mais c'est vrai que nos textes de loi sont vraiment extrêmement restrictifs, quoi. Donc, normalement, Vlan pourrait être condamné pour avoir publié de l'incitation à la débauche. Et ils ne le sont pas, parce que sinon, il y aurait trop de choses à gérer, trop de dossiers qui s'empileraient. Ce serait très très mal vu en termes de liberté de la presse, puis ça ouvre plein de questions. Et en fait, le parquet ne considère pas que ce soit une priorité. Parce que c'est vrai que par rapport aux situations prostitutionnelles, ce qui pose quand même le plus une difficulté, c'est quand même l'existence de réseaux.
de traite. Ça, c'est un vrai gros souci. Et finalement, poursuivre la prostituée qui a fait publier une annonce dans le blanc, c'est très dérisoire par rapport à la poursuite de proxénètes organisés, quoi. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est le code pénal au niveau fédéral, la Belgique. Ensuite, il me semble qu'il y a d'autres règlements à d'autres niveaux. Ah oui, mais ça, c'est la Belgique, c'est ça qui est formidable. La lasagne institutionnelle est encore là. Ah oui, mais alors là, elle est particulièrement kafkaïenne parce qu'en plus, il y a des morceaux de niveau qui rentrent les uns dans les autres et tout. Hein. C'est vraiment tout à fait fascinant. Donc, on a des petits éléments de législation qui arrivent ça et là des régions. Généralement, c'est plus sous forme de conseils donnés aux entités en dessous, mais il y a un petit peu. Il y a des préoccupations au niveau de la communauté française, par exemple sur des thématiques spécifiques, l'accès à la santé, etc. Bon, maintenant, la santé plus vraiment au niveau de la fédération, mais bon, pendant tout un temps, ça y était, donc il y avait des éléments là. Et puis après, il y a le niveau des provinces, mais bon, ça, on va simplifier, on va pas en parler cette fois-ci. Il y a surtout les communes. Et les communes et les zones de police, qui ne sont pas la même chose, comme on le sait. Et là, il y a des choses absolument dingues parce que d'une commune à l'autre, on va considérer la question de la prostitution de manière complètement différente. Et donc, on a des communes qui vont prendre des réglementations dans le cadre des sanctions administratives communales, qui vont tout faire pour interdire la prostitution et le fait de racoler le client. Mais bon, la définition de racolage devient vite simplement être là à attendre, c'est déjà du racolage, parce que c'est du racolage passif. Enfin, donc, on arrive vite à des trucs très délirants. Il y a des communes qui vont, au contraire, essayer d'utiliser leurs moyens pour encadrer, légiférer, pour que finalement on soit dans un cadre qui est presque réglementariste, alors que officiellement, au niveau fédéral, on est toujours dans l'abolitionnisme. Donc là, il y a aussi des trucs qui deviennent un peu absurdes, où une petite commune à un endroit dit ben là, oui, c'est bien, ok, on va avoir N bars où les personnes pourront se prostituer, pas en dehors, parce que comme ça, c'est bien contenu. On gère juste les plaintes d'un petit quartier, des habitants autour d'un petit quartier, c'est bien, alors on fait des médiations, tout ça. Et puis, mais alors en dehors, hein, c'est fini. Et puis on a des trucs qui deviennent complètement aberrants parce qu'évidemment au sein d'une zone de police il y a parfois plusieurs communes, c'est le cas à Bruxelles, et donc d'une rue à l'autre les mêmes policiers doivent savoir que dans un cas il faut considérer que la personne qui va se prostituer c'est tout à fait inacceptable, mais que juste on passe le coin de la rue et là en fait c'est complètement différent, la personne a le droit d'être là, en tout cas on tolère son existence. Et donc, on est dans des trucs only in Belgium, quoi. T'as quelques exemples de communes qui se font particulièrement remarquer parce que elles essayent de complètement réglementer le truc, ou d'autres communes limitrophes qui ont des politiques complètement différentes. C'est Schaerbeek et Bruxelles. Ok. Alors, il y a un autre exemple. Bon, il y a la zone de police Bruxelles-XL. XL, en fait, a une tendance jusque-là, jusqu'à présent, c'est en train d'un peu bouger, mais à plutôt tolérer la prostitution sur son territoire. Bruxelles, plus du tout. Et donc, il y a une artère de prostitution bien connue à Bruxelles qui est l'avenue Louise. L'avenue Louise, en fait, elle est sur le territoire de Bruxelles-Ville, mais elle traverse XL. Et donc, en fait, les personnes prostituées ne peuvent pas être sur les trottoirs de l'avenue Louise, mais il suffit qu'elles se mettent légèrement un peu plus loin dans une rue qui est sur le territoire d'XL, et c'est bon. Mais c'est absurde, évidemment. Là, on est dans du délire complet, quoi. Et personne semble se préoccuper. Et alors, en plus, il y a quand même une politique aussi très réactive de certains bourgmestres qui vont avoir... Il y a des personnes qui se plaignent parce qu'il y a une personne prostituée au coin de leur immeuble, ils trouvent que ça dégrade l'ambiance, c'est dangereux, enfin voilà. Et alors on envoie vite les policiers pour dire « Ah ben, il faut vous déplacer, madame ». Et puis elle se déplace sur un autre quartier, et puis en fait, quelques jours plus tard, une autre personne va se plaindre, et puis en fait, les personnes prostituées se déplacent comme ça, il y a une espèce de migration organisée de zone en zone,
au sein d'une même commune. Et c'est des trucs qui sont pas du tout réfléchis, où il y a aucune coordination, aucune intelligence. C'est intéressant parce que tu donnes l'exemple de Bruxelles-Ville où tu disais c'est complètement interdit. Mais donc l'avenue Louise, ça reste l'artère de prostitution principale à Bruxelles. C'est une des grosses artères de prostitution. C'est là qu'on trouve la prostitution de rue, mais de niveau supérieur. C'est-à-dire avec des personnes qui sont généralement plutôt en résidence légale sur le territoire et qui sont plutôt en forme, qui sont plus jeunes. Autour du quartier Isère, maintenant, il y a quasi plus de prostitution visible en rue, très très peu en tout cas, pour le moment. Mais là, on a un autre type de public. On a les personnes qui sont dans des situations sociales nettement plus précaires, avec souvent des problèmes d'addiction qui sont quand même très sérieux et qui sont généralement pas en ordre de séjour, enfin non, une part non négligeable en tout cas, alors je ne sais pas dire exactement combien, mais c'est près de la moitié, quelque chose comme ça, n'ont pas de titre de séjour parfaitement dans les règles. Et qu'est-ce qui va expliquer alors politiquement le fait qu'un bourgmestre va avoir une approche plutôt abolitionniste de la prostitution alors qu'un autre va trouver ça ok, va essayer de réglementer la question? Mais donc je pense qu'il y a deux grands facteurs. Le premier grand facteur, c'est une question d'abord de conviction personnelle. Je pense, voilà, tout simplement. Il y a des gens qui considèrent que, de leur point de vue moral, la prostitution ne pose pas de problème. D'autres, ils considèrent que c'est complètement amoral. Mais je pense que ce facteur-là est en fait souvent le second, voire le troisième, voire le tout dernier, très très loin. D'accord. C'est celui qu'on va mettre en avant, mais c'est pas forcément celui qui va justifier le fait d'écrire un texte de loi. Ouais. Ce qui est généralement le déterminant, c'est comment est-ce que j'envisage de gérer le quartier et quel projet que j'ai pour le quartier. Ça, c'est toujours le gros enjeu. Et clairement, aujourd'hui, sur Bruxelles, on voit qu'il y a une volonté claire de gentrifier une série de quartiers. Isère, c'est le meilleur exemple. Le but, c'est vraiment d'aller vers un quartier avec des revenus moyens et supérieurs, favorisant aussi au maximum un tourisme massif dans le centre-ville. Bon, je pense qu'il y a vraiment une volonté quand même importante à Bruxelles de continuer à développer le tourisme comme une grosse source commerciale. Bon. C'est une politique régionale, mais c'est aussi une politique très forte au niveau de Bruxelles-Ville. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que, évidemment, les revenus moyens et revenus plus supérieurs qui vont arriver dans le quartier, ils n'aiment pas trop qu'il y ait des personnes prostituées au pied de leur immeuble. Alors soit parce que on associe ça à des nuisances. Le comité de quartier qui est très actif sur le quartier Alhambra-Isère dit souvent oui, les personnes prostituées respectent pas le potager collectif, elles écrasent leurs mégots dans les légumes, enfin c'est le genre d'exemple qu'elles reprennent. Mais il y a aussi une considération très pragmatique qui est simplement dans les quartiers de prostitution généralement, parce qu'on a l'image de risque de délinquance, etc., les biens immobiliers perdent leur valeur. Donc ils ont un intérêt aussi financier, mine de rien, à évacuer les personnes prostituées le plus possible des rues, en tout cas à les rendre les plus invisibles possible, parce que ça maximise la valeur de leurs biens. Et donc c'est clair que dans le cadre d'une politique de gentrification, on a tendance à pousser les prostituées le plus possible à l'intérieur, le plus loin possible dans les recoins, et plus leur laisser d'espace pour être visible. Et je pense que donc ça, c'est vraiment le cœur, la motivation profonde de ce type de politique. Et puis derrière, évidemment, c'est très difficile à assumer, quoi. Parce que politiquement, ça pose quand même question. Envoyer les personnes sans autre forme de procès dans les recoins les plus sombres. Et donc, on légitime après par un discours moral, en puisant dans un corpus idéologique. Et donc, voilà. Mais clairement, les trois préoccupations majeures des bourgmestres, c'est 1, les nuisances sur le voisinage, 2, combien de ménages qui payent des impôts je peux faire rentrer dans les quartiers, parce que plus il y aura de personnes qui payent l'additionnel et l'IPP, plus j'aurai d'argent dans ma commune. Et 3, est-ce qu'éventuellement il n'y a pas moyen aussi de profiter un peu de la manne d'argent qui remonte de la prostitution
Voilà, et ça c'est un peu un choix, quoi. Soit on gentrifie et alors du coup on diminue, soit en fait finalement on encadre la prostitution pour aller un peu pomper de l'argent généré par l'activité prostitutionnelle. Toujours sur la question de Bruxelles-Ville spécifiquement, on avait parlé donc d'un arrêté qui avait été donné pendant la pandémie, pendant le confinement, où là justement on disait explicitement les prostituées ne peuvent plus faire de racolage sur la voie publique parce que il y a un risque de propager le virus. Et donc c'est encore une fois, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'on parle de Bruxelles-Ville comme un exemple de commune où c'est absolument interdit. Et puis on se rend compte que pendant la pandémie, c'est encore plus interdit. Et là, on va déployer des moyens pour... Il y a une volonté claire. Enfin, après, chaque fois que je dis ça, je sais qu'il y a des attachés de cabinet qui me tombent dessus en me disant « Oui, c'est un procès d'intention. » Mais enfin, à un moment, il faut arrêter de rire. Il y a une volonté claire qu'il n'y ait plus de prostitution de rue dans le quartier de l'Alhambra et tous les moyens sont bons. Là, il y a eu la pandémie, donc c'était particulièrement pratique. Mais à un moment, il faut arrêter de rire. Les personnes qui se prostituent dans le quartier Isère, ça fait super longtemps qu'elles souffrent vraiment de contrôle systématique par la police. Et ça, c'est organisé par des injonctions du bourgmestre, qui sont par ailleurs validées par le collège de la zone. Donc, c'est pas non plus juste le bourgmestre tout seul. Donc, à un moment, il faut arrêter de rire. Je pense qu'il y a vraiment une volonté, parce que c'est potentiellement un quartier où le développement immobilier, touristique, restaurant, fancy, tout ça est énorme. Il y a vraiment une volonté de pousser les personnes prostituées loin de ce quartier. Et donc, oui, c'était un énième avatar de cette politique-là, et un particulièrement violent parce qu'en fait, il n'y avait aucune solution de rechange qui était ouverte aux personnes prostituées, aucune, hein. Et qu'il faut quand même pointer que pour une partie d'entre elles, lorsqu'elles s'adressent au CPS, on ne leur dit pas « Welcome, venez, on va vous aider ». Une partie d'entre elles, quand elles s'adressent au CPS, on leur dit « Mais vous n'avez pas de papier, votre titre de séjour tiendra pas la route, vous voulez faire la démarche, mais vous allez vous faire expulser, madame ». Et l'autre partie, on leur dit « Vous avez un revenu. Donc pourquoi on vous aiderait ?» Et donc c'est terrible parce que dans les mêmes communes qui disent « Ah non, la prostitution, c'est vraiment pas un moyen acceptable, machin », alors après, on emballe ça dans des discours « Oui, parce que c'est dégueulasse pour la cause des femmes, pour les femmes qui le vivent, etc. » On est abolitionniste, soi-disant, sauf qu'on n'est pas du tout abolitionniste, parce que l'abolitionnisme, historiquement, il se préoccupe vraiment de la personne prostituée, de manière peut-être parfois un peu paternaliste, mais il y a un vrai souci de la personne prostituée. Donc jamais un abolitionniste, jamais dira « Ah, le racolage, c'est complètement interdit, on va sanctionner les personnes ». Mieux, l'abolitionnisme, c'est l'abolition de quoi en fait ? C'est l'abolition du fichage des personnes prostituées. C'est ça que ça désigne. L'abolition, historiquement, c'est un courant qui va demander qu'on arrête de contrôler les personnes prostituées de manière systématique en les fichant et en leur imposant les examens sanitaires. Alors après, elles veulent aussi l'abolition de la prostitution. Mais l'historique profond, la source du mot abolition, c'est ça. C'est de dire on abolit, en fait, le cadre du fichage. Or, ce que concrètement on fait quand on fait un contrôle policier systématique des personnes prostituées, on revient en fait au bon vieux fichage, qui est justement le truc le moins abolitionniste possible. Et donc, faut quand même le pointer. Souvent, on entend des grandes déclarations de promesses disant « Mais moi, je suis réglementariste » ou « Moi, je suis abolitionniste ». Mais derrière, en fait, c'est du flanc. Il y a juste la volonté de suivre une politique de développement d'un quartier ou d'encadrement, de gestion des nuisances de voisinage, etc. Mais c'est pas du tout, il n'y a pas de vision politique majeure ou de positionnement clair sur la cause des femmes. On a employé à plusieurs reprises des termes comme réglementarisme, abolitionnisme, prohibition. J'aimerais qu'on prenne juste un instant pour définir un peu ces termes. Donc tu viens d'expliquer l'abolitionnisme et ce que ça signifie. Si je te parle maintenant du néo-abolitionnisme, c'est quoi la différence ? Ah oui. Alors, on va reprendre d'abord avec le réglementarisme, si tu permets, parce que ce que va faire le réglementarisme, c'est un peu la première doctrine qui émerge à la fin du XVIIIe siècle, et puis qui va vraiment
prendre corps au 19e. Et ça vient de médecins hygiénistes, ça vient de gestionnaires de police, ça vient d'urbanistes, ça vient... Et le but, c'est vraiment d'imposer un cadre à la prostitution qui est vu comme une espèce de chose inexorable. Il y aura toujours des personnes prostituées. Il y a cette expression de Parent du Châtelet qui est... Égout séminal. Voilà, l'égout séminal, qui est quand même vraiment... l'expression la moins ragoûtante qui soit. C'est assez glauque, en effet. Surtout quand on sait qu'à l'époque, les égouts étaient à ciel ouvert. Donc, mais il y a vraiment cette idée. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut gérer le truc ? Eh ben, on va contrôler les personnes prostituées, s'assurer qu'elles soient pas trop porteuses de maladies vénériennes. Donc, on va leur imposer des examens médicaux. On va leur imposer des lieux où elles seront plutôt enfermées pour pas qu'elles soient trop sur la rue. Surtout que, bon, elles sont quand même vite dans les petits larcins, hein, tout ça. Donc, il y a tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on met un cadre, vraiment un cadre, les maisons closes. On impose des codes, les couleurs des maisons closes, on impose des protocoles, on va jusque dans certaines villes contrôler les tarifs, imposer des tarifs, voilà. Alors ça c'est vraiment le cadre réglementariste. Et puis fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a tout le mouvement abolitionniste qui s'interroge parce que on trouve dans les maisons closes des mineurs. Alors il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'affaire de la traite des Blanches, notamment dans les maisons closes bruxelloises. Et là, il faut lire les travaux de Jean-Michel Chaumont qui sont absolument passionnants. On voit qu'en fait, il y a une grosse partie de ces affaires qui sont un peu des affaires montées en spectacle. Il y a de la triche là derrière et tout ça. Mais il y a tout un courant d'opinion qui est plutôt lié, en fait, historiquement au protestantisme, aux pays protestants. Mais il y a aussi des catholiques qui vont s'y raccrocher. Et qui dit, mais en fait, ça va pas du tout parce que ces personnes qui se prostituent, c'est des victimes, quoi. C'est des victimes, il faut les protéger. Le système prostitutionnel est extrêmement violent avec elles. Il faut pouvoir les réhabiliter, les réintégrer dans la société en tant que bonnes citoyennes et bons citoyens. Oui, mais pas en tant que prostituées. Et donc, il faut qu'elles arrêtent de se prostituer. Ouais. Mais comme elles sont des victimes, là, on va vraiment, en fait, plutôt interdire tout ce qui leur permet de se prostituer, tout ce qui facilite la prostitution. On va interdire le fichage et on va essayer de les prendre en charge à l'intérieur de dispositifs de charité pour les sortir de la prostitution. Donc c'est aussi là qu'on va commencer à avoir les programmes de sortie. Alors les premiers programmes de sortie, c'est on organise dans un couvent une sortie de la prostitution à coup de traitement de choc et de récitation de la Bible. C'est ça les premiers programmes de sortie. Puis ça évolue au fur et à mesure des techniques aussi. On va faire des électrochocs, etc. Donc il y a toute la psychiatrisation de la sortie de prostitution qui va prendre énormément, par exemple en Grande-Bretagne. Enfin voilà. Bon, ça c'est le courant abolitionniste avec des sensibilités déjà à la base qui sont parfois un peu diverses. Il y a les abolitionnistes qui vont être très préoccupés de la santé des personnes prostituées, qui vont essayer de développer des programmes centrés sur la personne prostituée. Et puis, il y a des abolitionnistes qui vont être beaucoup plus dans le développement des politiques publiques. Il faut absolument que dans les politiques publiques, il y ait des engagements clairs qui soient pris au niveau des lois, etc. Donc, on a vraiment la branche plus action sociale et puis la branche plus action politique qui sont pas toujours complètement d'accord. Donc, il y a déjà des nuances. Et puis après, en fait, on a des réactualisations de ces deux grands courants. Et ces deux courants se réactualisent dans les pays scandinaves pour ce qui est le courant abolitionniste, avec l'émergence de ce qu'on a appelé le néo-abolitionnisme. Et le néo-abolitionnisme, en fait, son idée, c'est plus qu'on interdit tout ce qui permet à la personne de se prostituer. Son idée, c'est de dire, on va pénaliser tous ceux qui participent à la prostitution et qui ne sont pas des personnes qui se prostituent. Et donc, on va en particulier pénaliser le client, le considérer comme coupable d'un crime. Alors, il y a un truc qui est très important à noter, c'est que ce crime est généralement, pour la plupart des néo-abolitionnistes scandinaves, pas un crime contre la personne qui se prostitue. C'est-à-dire, on ne considère pas que le client est le méchant dominant de la personne qui se prostitue, on considère qu'il fait un crime contre l'État. Contre l'ordre public. Ouais. Contre l'ordre public.
dans lequel, en fait, on consacre l'égalité des hommes et des femmes. C'est aussi une vision où, essentiellement, on considère que la prostitution est un problème homme-femme et on néglige quand même assez fort la dimension prostitution masculine, par exemple. Et donc, ça, c'est vraiment la mouvance néo-abolitionniste. Et elle naît en grande partie en Suède, parce que c'est vraiment là que les débats sont les plus chauds, mais elle existe aussi en Finlande, elle existe de la même manière en Norvège. Mais elle naît en Suède d'un compromis, en fait, entre les mouvances social-démocrates progressistes et les mouvances plus conservatrices chrétiennes de femmes. Alors, les social-démocrates, ce sont celles qui vont développer le volet action sociale du néo-abolitionnisme. C'est elles qui vont mettre en place les refuges, notamment. Et c'est elles qui vont accepter l'idée que oui, effectivement, on peut condamner le client comme un compromis qui est, mais du coup, on touche vraiment pas à la personne prostituée et on s'assure qu'elle puisse absolument avoir un refuge. Et que toute personne prostituée que l'on retrouve puisse être envoyée dans un refuge et qu'on puisse l'aider à avoir une carrière. Mais là, on n'est plus dans on va la redresser. Là, on est carrément, on va lui offrir des possibilités d'avoir une véritable carrière professionnelle, quitte à investir dans ses études, quitte à financer de manière massive tout un accompagnement social. Et donc, on est vraiment dans un travail social hyper poussé, quoi. On est vraiment dans autre chose, quoi. Il ne s'agit plus de redresser la personne, il s'agit vraiment de lui ouvrir plein d'opportunités. Donc ça, c'est le néo-abolitionnisme. Ouais. C'est quoi les points faibles de cette approche-là? Alors, le point faible du néo-abolitionnisme, il est évident, c'est qu'en fait, lorsque on pénalise les clients, le risque pris par les clients, du coup, se reporte directement sur les personnes prostituées. Et donc, c'est le gros problème dans les rapports prostitutionnels, c'est qu'en fait, comme il y a moins de clients, que ceux-ci prennent plus de risques, bon, ça c'est le premier point faible, le plus évident, c'est qu'en fait, du coup, les clients disent « je prends plein de risques, mais du coup, tu me fais un tarif, parce que si jamais je me fais choper par les flics, je vais devoir payer vachement, donc t'assumes, tu réduis le tarif. » Ça amène aussi à aller dans des lieux qui sont beaucoup moins visibles, puisque le client prend un risque. Et donc, ça amène à potentiellement plus de risques pour la personne prostituée, en ce compris des risques physiques. Ça, c'est le premier point faible. Deuxième point faible, c'est que le compromis qui a été fait entre les sociodémocrates et les franges plus conservatrices a pas tenu très très longtemps. Et très rapidement, en fait, il y a toute une série de personnes prostituées qui sont passées du statut de « oh les pauvres victimes, on va les aider, on va leur ouvrir toutes les chances », à finalement, vous êtes quand même des personnes immorales et on veut pas de vous sur le territoire. Et donc, en gros, la Suède, par exemple, elle expulse massivement toute personne qui est étrangère et qui se prostitue et qui ne veut pas se reconnaître comme victime de traite, déjà parce que peut-être elle n'est pas victime de traite, et donc à partir de là, se prostituer, c'est pas acceptable comme moyen de gagner sa vie, donc vous êtes expulsé du territoire sans autre forme de procès. Là, on n'est plus dans l'action sociale, émancipation, tout ça. On est dans un truc qui a une sanction hyper violente. Troisième point faible de l'approche néo-abolitionniste, c'est qu'en plus, elle est locale. Et alors, si vous allez en Suède, il y a un truc très très drôle, que vous vous intéressez à la prostitution un petit peu. Donc moi, je me suis baladé pas mal à Stockholm à ce niveau-là. C'est qu'on vous propose des croisières pour profiter de la boisson et des eaux internationales ou des filles des pays baltes. Il suffit de traverser. C'est le plan beuverie baise, quoi. Et ça, c'est légal. Je veux dire. Alors, ils ont essayé de résoudre le problème en donnant une omnicompétence aux tribunaux, mais comment est-ce qu'un tribunal suédois pourrait, ce qui fait d'ailleurs que ça coince, pourrait objectiver que la personne aurait l'info déjà que la personne aurait été voir une prostituée au fin fond d'un pays balte.
Voilà. Et donc, en fait, il y a déjà un problème qui est celui-là. C'est que le cas néo-abolitionniste, il tient pas dès qu'on sort un petit peu du territoire. Et on voit qu'en fait, du coup, le nombre de clients en Suède, c'est pas clair qu'il ait vraiment diminué. Par contre, les recensements de personnes prostituées montrent une baisse, plutôt, du nombre de personnes prostituées, mais une hausse du nombre de personnes qui se prostituent clandestinement, c'est-à-dire dans des conditions vraiment hyper compliquées, quoi. Donc, et comme, du coup, s'il y a une grosse partie des personnes qui sont dans la clandestinité, on peut aussi subodorer qu'il y a une grosse partie qui ne se déclare pas lorsqu'on fait des enquêtes. C'est même pas dit qu'on a vraiment une baisse significative de la prostitution en Suède. Donc ça, c'est Stockholm, les pays nordiques, des exemples de néo-abolitionnisme, avec les points faibles que tu as mis en avant. Si je cherche maintenant à savoir ce que c'est le néo-réglementarisme, de quel côté est-ce que je dois aller chercher? Il y a plein de modèles, mais les deux modèles les plus connus, c'est le modèle allemand et le modèle hollandais. Oui. Alors, même chose, Pays-Bas, c'est comme la Belgique, c'est une lasagne institutionnelle. Donc, en fait, c'est difficile de dire qu'il y a un modèle Pays-Bas. En fait, il y a plusieurs modèles et donc il faut là aussi aller voir comment chaque ville s'organise. C'est clair que les petites villes historiquement très conservatrices, en fait il n'y a quasi pas de prostitution parce qu'ils sont dans des logiques très prohibitionnistes, c'est-à-dire interdiction pure et simple de tout, quoi. Ouais. L'exemple qui revient surtout alors c'est Amsterdam. La red light. Voilà, oui, et donc évidemment, il y a Amsterdam, et Amsterdam, c'est un modèle en soi, en fait. En fait, ce qui est important de pointer à Amsterdam, c'est qu'on est dans un modèle néo-réglementariste où, par rapport au réglementariste historique, qu'est-ce qu'il y a de néo, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, on va essayer de reconnaître à la personne qui se prostitue tout un ensemble de droits. Dans le modèle réglementariste, on s'en moquait un peu des droits de la personne prostituée. On voulait juste qu'elle soit pas un vecteur de maladie. On voulait juste éviter qu'elle arnaque le client. C'était une préoccupation surtout sur les hommes bourgeois. Dans le modèle néo, on va commencer à vouloir donner des droits aux personnes prostituées. Et donc, pour ça, on va lui ouvrir toute une série d'accès aux droits du travail. Et c'est globalement l'approche néerlandaise. C'est aussi globalement l'approche allemande. Et donc, on va pouvoir permettre aux personnes de se déclarer, mais on va aussi, du coup, les enregistrer. Et ça veut dire aussi qu'on peut faire un contrôle policier un peu plus facile. Alors là, ce qu'il faut bien pointer par rapport au modèle néo-réglementariste, c'est que c'est vrai qu'il ouvre des droits, mais il n'ouvre pas, par exemple, la propriété de l'endroit où on se prostitue. C'est-à-dire, on va être reconnu comme prostituée indépendante, ok, mais c'est pas pour autant qu'on est propriétaire de la vitrine dans laquelle on se prostitue en tant que propriétaire indépendante. Et ça a fait un truc qui est que, globalement, il y a une hausse terrible des loyers des vitrines sur Amsterdam depuis que les personnes ont pu s'enregistrer comme prostituées indépendantes. Et donc, la municipalité a, dans un premier temps, commencé à développer toute une série d'initiatives en dialogue avec les personnes prostituées qui visaient à, en gros, un système qui s'appelle Eigenraam, donc ma propre surface de prostitution. Et donc là, il y a en fait le modèle néo-réglementariste 2.0, c'est d'aller plus loin que simplement être indépendant, c'est aussi devenir propriétaire de l'endroit où on se prostitue, parce qu'on se rend compte que sinon, en fait, si on dit juste vous êtes indépendante, on vous reconnaît le droit du travail, mais qu'en fait vous n'êtes pas propriétaire immédiatement, en fait, le fait de reconnaître bénéficie essentiellement aux propriétaires qui peuvent du coup pratiquer des loyers délirants. Donc typiquement, c'est 5 000 € par mois. Le fait d'être dans une vitrine dans le quartier rouge aujourd'hui à Amsterdam, 5 000, c'est même pas les centrales. Hein, ça peut monter jusqu'à 15 000. Donc, le nombre de passes qu'il faut que ces femmes enchaînent pour réussir à payer ça, c'est hallucinant. La contrepartie du fait de reconnaître à certains des droits, c'est aussi qu'on sort des droits toute une série de personnes. Et donc, historiquement, Amsterdam, qui est la plus libérale des communes hollandaises pour ça, il y avait des zones qui étaient les zones tout est toléré. Donc, il y avait des zones où les personnes pouvaient se prostituer en rue. Il n'y avait aucun problème. Donc, c'était vraiment les zones où les personnes avec des graves problèmes d'addiction, vraiment en décrochage, pouvaient aller et se prostituer. Voilà. Là, c'était toléré.
Mais très rapidement, comme c'est des zones amènent, puisqu'il y a des problèmes d'addiction, puisque du coup il y a du trafic de drogue, amènent des nuisances. Et ça, on n'aime pas les nuisances de manière générale quand on est bourgmestre ou membre d'un conseil communal. Forcément, l'approche a été, puisqu'on a des lieux où on reconnaît des droits, où on enregistre les personnes, où c'est bien contrôlé, on va fermer ces zones de non-droit qui sont problématiques. Et en les fermant, en fait, on organise la poursuite de ces personnes. C'est-à-dire que les policiers peuvent aller les choper si elles se prostituent malgré tout en dehors des zones réglementées. Et donc, ce modèle-là, mine de rien, tout comme le néo-abolitionnisme disait les personnes prostituées sont des victimes, et puis en fait, on se rend compte que progressivement, dans son implémentation, c'est des victimes, mais on les expulse quand même. Ici, on est, ce sont des personnes autonomes, on les respecte, etc. Mais enfin, on va quand même leur faire des amendes vraiment très, très sérieuses si jamais elles sont au mauvais endroit pour se prostituer. Donc, la conclusion à laquelle je veux arriver, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment un modèle qui soit optimal, en fait. Et que, grosso modo, ce qui est toujours sous-jacent à la mise en place par les pouvoirs publics d'un modèle ou d'un autre, c'est plus la volonté de contenir les nuisances, rassurer le voisinage, encadrer la chose, si possible, générer des bénéfices pour l'État, quitte à éventuellement aller pomper un peu d'argent de l'activité prostitutionnelle, mais c'est rarement en fait le bien-être des personnes prostituées. On évoque ici les différents modèles, les différents modes de réglementation. Avec ça touche à ce que tu expliquais, des cultures peut-être plus protestantes, des cultures plus catholiques qui vont avoir des approches différentes, historiques, etc. Si on revient sur la petite Belgique, historiquement catholique, on peut aussi, ça arrive souvent, la diviser en deux, avec une partie du pays qui va souvent plutôt regarder vers les Pays-Bas et une partie du pays qui va plutôt regarder vers la France. Est-ce qu'on observe une différence importante entre la façon dont la prostitution est réglementée en Flandre par rapport à la Belgique francophone ? Alors, en fait, ça se pose pas comme ça. Ça se pose vraiment pas comme ça. C'est amusant parce que c'est un des rares champs où le clivage linguistique est pas si prégnant. Ça se pose beaucoup plus en termes de proximité. Plus les communes connaissent essentiellement le modèle français, plus elles sont proches du côté francophone, enfin français, la frontière naturelle française. D'accord, ouais. Plus elles vont être dans un modèle type abolitionniste. Et puis il y a l'autre axe. Plus elles sont proches des Pays-Bas ou de l'Allemagne, plus les communes vont avoir une tendance à être dans le système réglementariste. D'accord, oui. Que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Clairement, la zone autour de Liège regarde plus du côté... Plus on se rapproche, en fait, de Maastricht, plus c'est le modèle Maastricht qui va être déterminant. Et Liège regarde plus vers Maastricht, ce qui est surprenant, que du côté français. Voilà. Tournai, par contre, regarde beaucoup plus du côté français. Non, il y a vraiment plus une question de proximité, de qui on jouxte directement, que de frontières entre flamands et francophones. Avec une exception, c'est globalement à Bruxelles, où de manière générale, les flamands les flamands bruxellois sont beaucoup plus sensibles au modèle anversois, avec la Villa Tinto, etc. Et du côté des francophones, on a une division, un éclatement complet qui suit même pas les lignes de fracture des partis. C'est aussi intéressant, c'est que il n'y a pas vraiment de parti qui a une position hyper claire en fait sur la question. Il y a vraiment des lignes de fracture internes. Tu évoquais tout à l'heure l'idée que parmi les trois modèles réglementaristes, abolitionnistes et la prohibition, chacun a son lot de problèmes, chacun a ses avantages. Il n'y en a pas vraiment un qui... Il y en a un qui n'a pas du tout d'avantage, c'est la prohibition. D'accord, ok. Il faut le dire, la prohibition, c'est vraiment horrible. La prohibition, c'est le modèle polonais. C'est horrible. C'est simplement... on interdit aux personnes de se prostituer, purement et simplement. On les trouve, on les chope, on les fout en prison. Ça ne résout rien. C'est vraiment hyper violent. Et en plus, clairement, c'est un truc de classe parce que en fait, celles qu'on chope, c'est celles qui sont
qui se prostituent en fait dans les endroits populaires, parce que quand on se prostitue dans les maisons bourgeoises, on n'est pas chopé. Donc c'est vraiment le pire du pire. Mais donc si on revient alors juste sur les deux grands axes, néo-abolitionniste, néo-réglementariste, voilà, difficile de vraiment les départager, enfin en trouver un qui est vraiment objectivement meilleur que l'autre. Si je reviens donc encore une fois sur la Belgique, où là on est dans cette espèce de flou hypocrite que tu as bien décrit tout à l'heure, quelles évolutions est-ce que tu aimerais voir en Belgique, vu que on est dans une espèce de flou hypocrite, que une direction comme l'autre pose problème. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme chose? Moi, je sais pas. Et attention, surprise, je suis toujours avec toi Renaud, mais nous avons avancé de 2 semaines dans le temps. Je suis retourné voir Renaud parce que le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a justement annoncé toute une série de réformes concernant d'une part les violences sexuelles et d'autre part justement la prostitution. Et du coup forcément tout ce segment qu'on a enregistré ensemble concernant la légalité de la prostitution en Belgique, tout ce segment part en fumée, s'évapore. Il ne vaut plus rien puisque la question de la légalité de la prostitution va bientôt évoluer en Belgique. Renaud, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces nouvelles lois qui vont entrer en vigueur ? Mais donc, ce que le ministre de la Justice a proposé, c'est une réforme du code pénal. Et donc, j'insiste, c'est bien une réforme du code pénal. C'est pas vraiment une loi sur la prostitution, parce qu'il y a un volet très important qui n'est pas du tout abordé, c'est la question des droits sociaux. C'est-à-dire, il n'est pas question ici, en fait, de donner des droits sociaux, ou un accès au droit du travail, par exemple, un accès facilité à la cotisation pour les personnes prostituées. Donc, c'est important de le rappeler parce qu'on a lu assez bien dans la presse que c'était finalement une réforme très ambitieuse qui allait décriminaliser la prostitution complètement, qui allait donner un statut, etc. Non. La seule chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on sort un petit peu de l'hypocrisie historique qui consistait à dire, comme on l'avait traité déjà il y a 2 semaines, qui consistait à dire, en fait, vous pouvez vous prostituer, mais vous pouvez rien faire pour le faire savoir. Et donc, vous pouvez pas faire votre publicité, vous pouvez pas démarcher dans la rue, vous pouvez... Voilà. Ça, c'est le point le plus important de cette réforme. C'est de dire, finalement, si vous vous prostituez et que vous faites la publicité pour vous-même, vous avez l'autorisation de faire cette publicité. Vous pouvez démarcher pour aller trouver des clients. Donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire de cette refonte. Et c'est quelque chose qui, en fait, correspond, grosso modo, à la réalité déjà pratique. C'est-à-dire, il n'y avait plus de poursuites devant les tribunaux des personnes qui faisaient de la publicité sur la prostitution. La deuxième chose qui est changée, c'est qu'on change tout ce qui concerne le proxénétisme. Le proxénétisme était très durement réprimé par le code pénal, notamment parce qu'il était interdit de tirer profit de la débauche d'autrui. Bon. Alors, tout ça est modernisé, on change de vocabulaire pour coller un peu plus au vocabulaire des tribunaux d'aujourd'hui, et on change ça en mettant en exergue l'idée que ce qui est interdit, finalement, c'est simplement d'avoir un profit anormal de la débauche d'autrui. Donc, l'idée, c'est de protéger, par exemple, un propriétaire qui, met un bien en location, et puis une personne se prostitue à l'intérieur de ce bien. C'est vrai que jusque-là, on aurait pu, ça arrivait plus non plus, mais on aurait pu, ça arrivait dans les années 70 par exemple, poursuivre le propriétaire en disant, vous tirez un profit de la débauche d'autrui, puisque vous tirez via votre loyer, en fait, un profit de la prostitution de la personne qui se prostitue dans votre bien. Voilà. Ici, le propriétaire sera protégé s'il pratique un loyer correct. Voilà. Alors, il y a quand même un problème là derrière, c'est que la notion de profit anormal, elle fait l'objet d'un débat assez intense de la jurisprudence. Les tribunaux sont pas d'accord entre eux, les magistrats sont très très partagés, et c'est une base qui rend très difficile, en fait, le fait de poursuivre vraiment un proxénète. C'est-à-dire que comme la notion de profit anormal n'est pas claire dans la jurisprudence, qu'il n'y a pas de niveau, on ne définit pas c'est X% de, ou il n'y a pas
pas de barème si on veut, ben du coup, en fait, c'est vrai que ça ouvre une véritable difficulté pour la poursuite des proxénètes sur base des profits que les génèrent. Parce que c'est quoi un profit anormal ? Est-ce que si je mets en location une carré à Saint-Josse à 5 000 €, c'est vraiment complètement anormal ? Un propriétaire pourra arguer que c'est finalement le prix des carrés. Et que, vu qu'en plus il y a une taxe communale, ben voilà, il faut bien qu'il rembourse la taxe communale. Et là, vraiment, en fait, on voit qu'on fragilise un peu les outils de lutte contre le proxénétisme. Alors, c'est problématique pour lutter contre le proxénétisme. Ceci dit, ça met à l'abri tout plein de situations où, en fait, on n'est pas dans des situations de proxénétisme. J'ai évoqué le propriétaire qui met un bien en location et qui ne sait pas spécialement ce qui s'y passe. Ça, toutes ces situations-là sont régularisées. On sort d'un système qui était très hypocrite et assez daté. Pour autant, c'est pas non plus, on n'est pas dans la grande refonte que les médias et le ministre nous vendent. On est quand même dans quelque chose d'assez modeste. On n'a pas d'accès, je le répète, au volet social. Il n'y a vraiment pas eu de travail sur la question du droit social. Et il n'y a pas eu de réflexion approfondie sur finalement, non plus, comment est-ce qu'on pourrait accompagner cette réforme du code pénal au niveau de tout ce qui est suivi des victimes de traite. Voilà. Alors ça, c'est quand même un truc sur lequel la Belgique reste un peu en retard. Et puis toutes les personnes qui veulent sortir de la prostitution. Donc on n'avance pas là-dessus, on n'investit pas dans ce qu'on appelle les programmes de sortie, etc. Là aussi, voilà, c'est un grand chantier qui reste à faire. Et donc finalement, c'est vraiment une réformette, en fait. C'est une mise à jour qui correspond à une pratique saine des tribunaux qui permettra d'éviter certains excès. On ne peut pas non plus dire que d'un coup, la Belgique est devenue réglementariste comme on a pu la lire. Mais par contre, ce qui me surprend, c'est que j'avais justement cru comprendre que les prostituées pouvaient désormais se déclarer auprès des institutions type CPAS, aide sociale, cotisation pour les pensions, etc. Est-ce que j'ai mal compris ? Est-ce qu'il y a vraiment eu aucune évolution à ce niveau-là ? L'ouverture du code pénal permet théoriquement la création d'une catégorie, elle ne le permet pas en pratique, parce qu'en pratique, il faut qu'il y ait un texte de loi qui concerne spécifiquement le droit du travail, le droit social. Et ça, on n'y est pas encore. En fait, la réforme du code pénal ne va pas dramatiquement changer la situation au niveau des communes, à part que certaines communes utilisaient dans leur règlement qui réprimait la prostitution des dispositions inspirées par le code pénal. En disant, voilà, nous, dans notre règlement, vu qu'il y a le code pénal qui interdit l'incitation à la débauche, dans notre règlement de police, on va mettre que ça, c'est vraiment un truc qui n'est pas acceptable pour nous, et donc on va autoriser les agents de quartier à venir faire des contrôles, parce que c'est finalement la stricte application de ce que le code pénal dit. Aujourd'hui, il y aura plus cet argument-là. Mais on peut trouver plein d'autres arguments. On peut trouver l'argument de, par exemple, la tranquillité publique. Ce qui est vraiment un changement important, et ça, c'est quand même vraiment l'avancée positive majeure, c'est vraiment cette question de la publicité. C'est de dire, une personne qui se prostitue aujourd'hui et qui fait la publicité du fait qu'elle se prostitue ne pourra plus être poursuivie. Et ça, c'est quand même vraiment une avancée positive, parce que de fait, c'était quand même une épée de Damoclès qui pesait au-dessus de la tête des personnes qui se prostituaient, même si en pratique très peu de poursuites. Hein. Mais voilà, donc ça c'est quand même quelque chose de positif. Mais c'est loin d'être la révolution. Ouais, quoi. Donc loin d'être la révolution, quelques idées positives, mais globalement je retiens surtout le mot réformette. Merci beaucoup Renaud pour cette update et on retourne à présent à notre entretien dans le passé. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne peut pas résoudre le problème de la prostitution. Poser la chose comme ça, c'est une mauvaise manière de voir. Et donc, je ne pense pas qu'en fait, la solution soit une position abolitionniste, réglementariste. Je ne pense pas que ce soit juste les évolutions du cadre légal qui vont solutionner toutes les différentes problématiques qui se posent dans toutes les formes de prostitution et qui sont chaque fois différentes. Je pense qu'il faut revenir chaque fois au terrain, regarder chaque situation, et en fonction de chaque situation, il faut
concevoir des dispositifs un peu intelligents. La première chose qui me semble évidente, c'est que pour toute une série de personnes, la prostitution, c'est un choix contraint. Et ça pose un problème, effectivement. C'est très anormal que des personnes vivent finalement et cette activité-là alors qu'elles n'ont pas envie de l'avoir. Elles se sentent mal avec ça. Enfin voilà. Mais donc, comment est-ce qu'on lève cette contrainte ? Est-ce que c'est par le cadre légal ? Je pense, très honnêtement, pas vraiment. Ce qui va permettre d'ouvrir cette problématique et de travailler là-dessus, c'est tout le travail d'accompagnement vers ouvrir d'autres possibilités pour ces personnes. Qu'elles n'aient plus de problème de droit de séjour, par exemple. Mais donc, ça veut dire travailler sur les politiques d'asile. Qu'elles n'aient plus de conflits avec le CPS. Ça veut dire travailler sur les politiques d'intégration sociale. Qu'elles n'aient pas de problème à reprendre des études et à obtenir un diplôme. Ça veut dire travailler sur toutes les politiques d'accès à l'enseignement et à l'enseignement supérieur. Toutes des thématiques où on est très mauvais en Belgique. Donc voilà, on a une politique d'asile et d'immigration qui est de plus en plus restrictive, qui est vraiment... qui est une politique radine d'accueil vraiment hyper limitée. On a une politique de lutte contre la pauvreté qui est globalement relativement inefficace avec un dispositif d'intégration sociale d'où on exclut de plus en plus de personnes avec toutes les réformes de l'intégration sociale depuis 2002 qui sont vraiment une machine à exclure toute une série de personnes et donc on précarise des gens et en plus en particulier les femmes et en particulier les femmes célibataires avec charge d'enfants. Et en matière d'accès à l'enseignement supérieur, on a le système d'enseignement supérieur et même d'enseignement secondaire le plus inégalitaire de l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc voilà. Ça, c'est les grands chantiers politiques si on veut vraiment résoudre la problématique de... Voilà. Les problématiques liées à la prostitution sont plutôt symptomatiques d'une série d'inégalités sociales. Mais oui. Et donc, c'est très facile aussi de poser la question de savoir est-ce qu'on va plutôt faire un règlement ou est-ce qu'on va plutôt criminaliser les clients, etc. Parce qu'en fait, ça permet toujours d'éviter le débat de fond qui est comment cette machine processionnelle elle est alimentée. Et elle est alimentée par toute une série de mécanismes qui sont notamment les politiques d'asile et d'immigration, les politiques d'accès à l'éducation, les politiques de redistribution, les politiques d'accès à l'aide sociale, etc. Et donc, pour moi, l'enjeu premier, la première révolution, et ce pourquoi je milite activement, c'est d'ouvrir des dispositifs qui sont les dispositifs de sortie volontaire, c'est-à-dire où on n'impose pas que pour suivre, tu dois renoncer entièrement à l'activité professionnelle, géré dans des mécanismes de compagnonnage, c'est-à-dire où tu n'as pas un travailleur social tout seul qui t'explique comment tu dois faire, mais tu as aussi des personnes ex-prostituées ou qui sont informées de la situation des personnes prostituées, enfin voilà, et où on ouvre un maximum de perspectives. Parce que clairement, dans certaines situations professionnelles, si tu prends la prostitution de bar, on peut quand même cumuler des revenus relativement importants et proposer comme alternative à ces revenus importants un job de merde dans le repassage industriel. Oui, effectivement, les femmes, elles ne vont pas dire « Ah oui, super », quoi. Par contre, oui, on peut imaginer qu'on fasse tout pour que des personnes prostituées puissent devenir magistrates, politiciennes. Voilà, ça, c'est une perspective. Un peu d'ambition. Ce ne sera pas simple. C'est pas simple, mais en même temps, ça fonctionne. Hein. Finalement, s'il y a un truc qu'il faut se souvenir du succès du néo-abolitionnisme suédois, là où il y a eu vraiment des succès, c'est dans tout leur programme d'action sociale, hein, le déploiement des refuges. Alors évidemment, quand la droite est arrivée au pouvoir, elle a sabré dans tout ça. Mais le développement des refuges, c'était vraiment pas con. Ce qui marche dans le modèle néo-réglementariste à Amsterdam, c'est les associations d'anciennes prostituées et de prostituées qui se sont mis ensemble pour faire des ateliers collectifs. Ça marche super bien. Et donc, en fait, il y a des trucs qu'on peut retenir dans ces modèles, mais généralement, c'est tout ce qui est le travail social, le travail collectif, tout ce qui est animation de première ligne. C'est pas les grands principes abstraits et leur traduction juridique qui est souvent après récupérée dans des politiques qui se préoccupent pas du tout des personnes prostituées. Et donc, prendre le bout sous l'angle du travail collectif, travail d'accompagnement, travail social, c'est ça pour moi qui est la clé, quoi. Mais ça ne veut pas dire envoyer un travailleur social du CPS qui va expliquer que c'est très très mal de se prostituer
et que maintenant il faut s'isoler de ce milieu absolument et ne plus jamais le voir. C'est un truc que je pointais dans un papier, c'est que c'est un discours qu'on a souvent auprès des personnes prostituées. Ah, tu veux sortir de la prostitution? Oui, mais alors tu ne vois plus du tout, plus personne dans l'entourage prostitutionnel. Et évidemment, on désocialise les gens et puis après on s'étonne qu'ils craquent complètement et qu'ils reviennent à l'activité prostitutionnelle. Mais c'est dégueulasse de désocialiser quelqu'un. Sans compter en plus qu'il y a des mécanismes de pairage, même dans les conditions les plus trash à Isère, il y a des personnes prostituées qui s'épaulent les unes les autres, elles s'aident par rapport aux clients violents, elles s'aident aussi à tenir le coup au niveau du contrôle sur la consommation, parce que pour celles qui sont vraiment très tox, entre elles, en fait, elles se contrôlent pour voir qu'il n'y en a pas une qui prenne trop, quoi. Mais donc, dès qu'on va isoler cette personne de toutes ses amis qui l'aident à contrôler, elle ne sait plus gérer sa consommation, forcément, puisque son garde-fou, il est là. Et donc, là aussi, il n'y a pas d'action collective vis-à-vis des personnes prostituées. Il y a très peu d'action collective auprès des personnes prostituées. C'est hallucinant. Sur base de ce flou juridique en Belgique, cette situation hypocrite, ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être moyen de construire sur ce néant, pour dire ça comme ça, et s'inspirer de ce qu'il y a à retenir d'un côté comme de l'autre, d'Amsterdam comme de Stockholm. Mais ça veut dire refuser les solutions simples, refuser le système concentrationnaire. On va faire un gros Euro Center, on va toutes les mettre dedans, ça va tout résoudre. Toutes ces idées de politiciens un peu débiles et qui sont vraiment problématiques parce que là aussi, l'idée, on va mettre toutes les personnes prostituées dans un machin bien clos, bien dans un coin, comme ça dérange personne, c'est évidemment aussi les retirer de la rue, donc empêcher tout ce qui leur permet de faire autre chose, en fait. Un dernier angle qu'on n'a pas encore abordé, et qui est pourtant très important en ce qui concerne la prostitution, c'est ce nouvel outil, ce petit bazar qui s'appelle Internet. Qu'est-ce que Internet a pu changer vis-à-vis du métier des travailleuses du sexe? En fait, ça dépend quelle forme de prostitution on regarde. Parce que si on prend vraiment la prostitution de carré hyper tradie, ça ne change pas grand-chose. Ça a changé là parce qu'il y avait une crise. Et donc, ça a été le lieu refuge pour finalement quand même trouver des clients. Ouais, pendant la pandémie, oui. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on prend en dehors des carrés, si on prend la prostitution de rue, etc., c'est clair que pour celles des personnes prostituées qui ont les codes, parce qu'elles n'ont pas toutes les codes, c'est devenu le lieu privilégié en fait de déploiement de l'activité prostitutionnelle, avec cette facilité pour les clients, qui du coup doivent pas faire des démarches de négociation et tout ça se fait en amont avec la protection de leur anonymat potentiellement. Donc oui, c'est une évolution majeure. Il y a 3 trucs qui sont évidents. C'est plus facile de se prostituer via Internet que de se mettre dans la rue ou de se mettre dans un carré. Donc potentiellement, ça peut faciliter l'entrée en prostitution. La deuxième chose, c'est que ça facilite le contact avec les clients qui, effectivement, ne doivent pas s'afficher dans la rue, etc. Donc, ouais. Et alors, la troisième chose, c'est que ça facilite aussi la question du, de l'exploitation, du tirer profit. Oui, voilà. C'est plus facile, en fait, de tirer profit d'une activité lorsqu'elle se développe sur Internet, parce qu'elle est vraiment très confidentiel. Il y a beaucoup moins de contrôle, de la brigade des mœurs ou même des associations de terrain. Oui, ça échappe à tout le monde. Les plateformes peuvent se trouver dans les Caraïbes, sur une île. En particulier, oui. Et alors, il faut quand même pointer qu'en fait, il y a un truc que personne ne dit, c'est que les plateformes qui ont de la prostitution, qui organisent la prostitution vraiment et qui le savent, même si elles appellent ça parfois du sugar dating, etc., en fait, le gros de leur modèle financier ne repose pas sur l'activité prostitutionnelle elle-même. Elles prennent relativement... elles font payer la création du profil et tout ça, mais en fait, ce n'est pas énorme. Ce qu'elles font avant tout, elles exposent à de la pub. Et donc, il y a un jeu très très drôle de ces plateformes qui est de faire des campagnes dont elles savent pertinemment bien qu'elles passeront très très mal et qu'elles vont susciter des tollés. On l'a vu notamment avec une campagne qui a été faite il y a quelques années par un site de sugar dating
À l'ULB. À l'ULB, enfin, c'était prévu de le faire sur plusieurs campus et ils l'ont fait dans plusieurs pays. Alors, avec l'idée, le message c'était étudiant, tu vas arrondir tes fins de mois, ben voilà. Et en fait, c'est fascinant parce qu'en fait, ces plateformes ont obtenu ce qu'elles voulaient, à savoir qu'elles ont eu plein de personnes qui sont inscrites suite à ça sur ce site, en ce compris des journalistes qui ont été étudiés pour voir comment ça fonctionnait et tout ça. Mais en fait, cette inscription massive a fait qu'elles ont généré des revenus publicitaires vachement plus supérieurs et donc en fait, elles se sont très joliment enrichies, ce qui leur permet par ailleurs du coup de payer facilement leur procès. Et donc ça, il faut pas oublier, il faut pas croire dans le mythe complet qu'en fait ce serait juste du proxénétisme. En fait, c'est plus des annonceurs que des proxénètes. C'est un truc important à garder en tête. Mais un truc qui a changé du coup, forcément, et ça c'est vraiment un souci mine de rien, c'est que ça individualise beaucoup plus la relation professionnelle, mine de rien, le fait de passer par un site. C'est un truc que dans mes travaux sur la prostitution étudiante, j'ai pointé. On croit souvent que la prostitution étudiante, comme c'est des étudiants, tout ça, en fait, finalement, ce serait moins glauque, moins violent, moins dangereux, etc., que la prostitution dans un quartier un peu délabré, voilà. Mais en fait, comme elles sont seules avec le client, il n'y a pas tous les mécanismes de pairage qu'on peut avoir dans la rue. Donc, par exemple, le fait de détecter un client violent, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose que ah ben tiens, elles s'aident pas entre elles puisqu'elles sont chacune avec leur profil, etc. Et donc, il y a en fait plus de violence potentiellement, plus de danger dans cette relation individuelle. En ajoutant en plus le fait que le lieu de rencontre, souvent pour la prostitution sur Internet, c'est soit chez le client, soit chez la personne prostituée, quoi. Éventuellement à l'hôtel pour celles qui savent qu'il ne faut pas trop prendre de risques. Mais mine de rien, c'est assez rapidement, on rentre rapidement chez soi ou chez le client. Et ça, c'est quand même super risqué comme type de dispositif. Ouais. Un autre phénomène dont tu as pu parler dans tes travaux de recherche, c'est le concept de décorporalisation. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit ? La notion de décorporalisation, j'y arriverai jamais. C'est une notion qu'on doit à Judith Trincart, qui est médecin, et qui s'est intéressée à des personnes prostituées, mais vraiment dans des situations très trash, donc avec des problèmes d'addiction, avec prostitution de rue, en plus des villes où les quartiers de prostitution sont vraiment délabrés. Donc, on est quand même sur un public très spécifique. Et en fait, qu'est-ce qu'elle constate ? Elle constate, c'est une forme de discours de dissociation où ces personnes n'investissent plus du tout leur corps et vivent l'activité comme une série d'agressions perpétuelles de leur corps, mais comme elles sont plus du tout dedans, c'est comme si elles réfugiaient leur esprit ailleurs, et donc elles abandonnent complètement le soin d'elles-mêmes. Elles sont plus du tout incarnées. Et donc le résultat de ça, c'est que elles laissent leur corps aller complètement, avec tous les problèmes de santé qu'elles peuvent avoir, avec des traces de violence. Elles encaissent des coups, c'est pas grave de toute façon. Enfin voilà. Et donc c'est vraiment un phénomène de désincarnation de son propre corps. Alors l'hypothèse de Judith Trincart, c'est de dire c'est un trait commun aux personnes prostituées de manière générale. Et c'est là où, enfin, c'est pas vraiment elle qui le dit, c'est surtout les gens qui utilisent ces travaux. Mais c'est là où je pense qu'il faut faire très attention parce que c'est pas forcément aussi évident. C'est-à-dire que cette décorporalisation, elle n'existe pas forcément dans toutes les situations de prostitution, dans toutes les formes de prostitution. Et surtout, en fait, il faut se méfier de ces notions parce que très facilement, on peut établir une forme de grille diagnostique où on regarde chaque symptôme un à un, et puis on coche et on se dit, si la personne, elle coche tous les symptômes, c'est qu'elle est dans un état de décorporalisation. Or, parmi les symptômes qui sont communément admis, il y a l'idée, par exemple, de dire, en fait, je vis l'activité comme un spectacle. Je ne suis pas incarné, c'est pas vraiment moi au moment où je me prostitue. Mais ça, je suis pas sûr qu'en fait, ce soit en soi la preuve qu'on est dans un
un rapport traumatique au corps où on décorporalise complètement, on se sort de son propre corps. On peut être très incarné et jouer un autre rôle. Pour moi, il y a une grande différence entre faire un jeu d'acteur et ne plus du tout sentir son corps. Un acteur, il sent son corps, même quand il fait un personnage. Et dans la prostitution, de fait, il y a un jeu d'acteur qui est assez fréquent. Ça ne veut pas dire que forcément, les personnes qui sont dans ce jeu d'acteur sont pas dans leur corps. Au contraire, elles peuvent être très fortes dans leur corps. Moi, ce que j'ai rencontré aussi, beaucoup, c'est des personnes prostituées qui disent que par l'activité prostitutionnelle, elles prennent soin de leur corps comme jamais, en fait. Elles sont dans leur corps comme jamais parce que c'est une activité qui est quand même très physique, qui nécessite de continuer à plaire, donc qui nécessite d'être très fort dans son corps tout le temps, de le maîtriser, de l'entretenir. Et donc, je pense qu'il faut se méfier, en fait, de cette hypothèse qui est très cohérente dans les cas de prostitution les plus extrêmes et certainement très valable dans les cas plus spécifiquement de traite. Mais le généraliser, c'est assez dangereux parce que ça revient très facilement à l'idée de la putain dégénérée. On retombe dans cette bonne vieille idée, ah oui, c'est la putain dégénérée. Et je pense que c'est une image fausse et c'est une image extrêmement stigmatisante. Renaud, on arrive au bout des 70 minutes. Est-ce qu'il reste un sujet, un angle que tu aimerais aborder, un message que tu aimerais faire passer, de manière plus générale, au sujet de la prostitution? Moi, ce qui m'importerait, ce à quoi j'ai envie d'inviter toute personne qui écoute ce podcast, c'est vraiment que les gens travaillent sur leur représentation par rapport aux personnes prostituées. C'est-à-dire que ils n'aient pas peur parce qu'il y a une personne qui se prostitue à proximité, qui change leur regard simplement en se disant en fait c'est une personne humaine qui fait ça, suffit de lui parler et en fait ça va bien se passer. Je pense qu'on est resté coincé dans un schéma hallucinant où finalement on nie l'humanité des personnes qui se prostituent et je comprends pas que ça puisse perdurer aujourd'hui et c'est vraiment un enjeu. Et à plus forte raison, j'aimerais que les politiciens soient dans la même logique, que plutôt que de penser ex abstracto les politiques publiques, ils prennent le temps de parler, discuter, d'écouter les personnes prostituées. Toutes les personnes prostituées dans l'entièreté des situations très compliquées dans lesquelles elles sont, ce qui veut dire effectivement faire beaucoup de réunions et faire un vrai travail. Mais je pense que c'est tellement important pour prendre des politiques publiques qui fassent sens que c'est indispensable en fait. Donc l'enjeu c'est simplement les visibiliser, leur permettre de parler et leur donner des espaces d'écoute et de dialogue. Super. Renaud, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où les auditeurs et les auditrices peuvent te retrouver, te lire, te suivre sur Internet ? Ils peuvent me suivre sur Twitter ou Facebook, ça marche toujours assez bien, mais sinon qu'ils s'abonnent au site de la Revue Nouvelle, voire même à la Revue Nouvelle, excellente revue, parce que l'essentiel de mes productions se retrouve dans la revue. Renaud, encore une fois, merci et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Au revoir. À bientôt. Voilà, j'espère que mon entretien avec Renaud vous a plu. Si vous écoutez 70 minutes avec, je présume que les questions sociopolitiques vous intéressent un minimum. Donc encore une fois, je ne peux que vous conseiller de checker la Revue Nouvelle. Le lien est en description. Si tout se passe bien, dans 2 semaines, je reçois normalement un écologiste français bien connu, Jean-Marc Jancovici, avec qui on parlera de décroissance, de nucléaire, etc. Ça s'annonce super, donc pour ne pas louper ça, n'oubliez pas de vous abonner à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préférée, ainsi que sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt, salut!